Salut la team wesh! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire mon film-mois de juillet. Tous les films que j'ai vus au mois de juillet, du coup. Attendez, je sors mon Letterboxd, qui est mon meilleur copain. J'ai vu 8 films au mois de juillet, donc c'est 2 de plus que le mois dernier, donc ça c'est super. Et on va faire comme la dernière fois, on va les passer dans l'ordre. D'ailleurs, oh my god, rien à voir, mais on est juste sur mon canapé, genre. Je suis trop contente. On a enfin un canapé. Et en plus, il est trop beau, il est genre orange. Je le kiffe en fait. Donc on va commencer tout simplement par le premier film que j'ai vu au mois de juillet. C'est le film F1. Alors, ça a fait beaucoup parler le film Formule 1, notamment avec Joseph. C'est bon, je parle de toi, t'es content maintenant? Oh my god. Qui a absolument détesté ce film, et moi je trouvais qu'il était pas si mauvais. Donc il y a quand même plein de mauvais points, hein, je vais pas vous mentir. Mais on va rentrer dans les détails, vous inquiétez pas. Il faut sachez que moi je suis quand même une grande fan de Formule 1. Cette année j'ai commencé, je kiffe sa mère. J'ai tout bingé Drive to Survive, je regarde à fond les grands prix et tout. Donc quand j'ai su qu'il y avait un film qui sortait sur la Formule 1, j'étais en mode oh my god c'est trop super. Maintenant que j'y connais de fou, je vais avoir toutes les refs, ça va être trop bien genre. Mais déjà quand j'ai appris que c'était Brad Pitt qui faisait le personnage principal, j'étais un peu en mode les gars, genre, il serait temps de passer à autre chose. Le mec frappe sa femme et ses enfants, c'est peut-être pas le meilleur mec à mettre dans le film qui fait le meilleur démarrage de l'année quoi. Donc en soi, moi, le film Formule 1, je me suis régalée du début à la fin, c'est bon, parce que c'est de la big action, et surtout, dès qu'il y avait ne serait-ce qu'un poil de cheveux d'un des pilotes qui dépassait, j'étais en mode « Oh my god !» Donc dans tous les cas, je passais un bon moment. Après, l'histoire du film est très basique, c'est quand même, ouais, il faut absolument sauver le truc. Et le mec qui a arrêté parce qu'il s'est passé un truc traumatique dans sa vie, il y a 50 ans, il revient parce qu'en fait, c'est un peu le meilleur quand même. Donc Slay, il a eu son first win comme ça, je suis très contente pour lui, y a pas de problème. Mais comme Joseph disait, c'est hyper irréaliste que ce soit juste le vieux mec qui a pas bossé dans la Formule 1 depuis 40 ans, qui revient et qui explique à la meuf qui est censée être l'ingénieur en chef de l'écurie, comment faire pour que la voiture aille plus vite. Ça, c'est juste de la misogynie. Hein. Mais d'ailleurs, on va en parler de la place des femmes dans ce film, parce que What Do You Mean, le seul personnage féminin, c'est l'ingénieur en chef de l'écurie, ça c'est super, c'est pas encore le cas, ça existe pas. Slay, c'est super, mais comment ça, elle couche avec Sonny Hayes? Du coup, ça fait que tous les gens qui ont vu le film, ils partent du principe que s'il y a des femmes qui travaillent dans les écuries de Formule 1, elles sont juste là soit parce qu'elles ont couché avec quelqu'un, soit parce qu'elles ont envie de coucher avec quelqu'un. Il y a Esteban Ocon, qui a une femme ingénieure de course, et du coup, tout le monde après était en mode non, mais si elle est là, c'est juste parce qu'elle veut coucher avec lui. Juste, ils sont en train de ken, c'est sûr. Donc en fait, ce film met une mauvaise image des femmes dans le sport finalement, vu qu'apparemment les femmes peuvent pas faire autrement dans ce sport que de coucher avec des hommes. Chiant de ouf. Après, les scènes dans la voiture, elles sont trop super. Les scènes de course, c'est vraiment hyper immersif et ça pète sa mère, genre. C'est pas du tout filmé comme un Grand Prix pour qu'on voit comment est la course et qui passe en premier, nanana. C'est vraiment filmé pour qu'on essaie de ressentir les sensations des pilotes et donc ça, c'est hyper intéressant. C'est Sir Lewis Hamilton qui a produit le film et du coup, on voit aussi qu'il y a son expertise qui a été amenée parce qu'il y a des trucs qu'ils auraient juste pas pu savoir. Donc il y a des trucs hyper irréels, genre comment ça à la fin, Sony il donne le trophée à son chef d'écurie alors que l'écurie gagnante a un trophée aussi. Mais en ça, c'est pas très grave, ça reste pas hyper important, c'est un trophée quoi. Donc, F1, j'ai mis 3 étoiles et demie. Peut-être que 3 étoiles finalement, c'est pas plus mal. Par contre, oui, un des gros problèmes aussi, c'est que F1, je l'ai vu en VF. Parce que au cinéma où j'étais, il y avait que en VF. Mais en même temps, je voulais le voir avec mon papy parce que mon papy, il est fan de Formule 1 depuis qu'il est né en fait. Il regarde depuis toujours. Mon papy a dit que c'était super, qu'il s'était régalé, qu'il avait peur d'être déçu et qu'il s'était régalé. Donc juste pour ça, moi je pense que le film est réussi. Si même mon papy, il a kiffé, je pense que c'est bon. Donc 3 étoiles et demie. Voilà, suivant. Oh, je suis hyper déçue du suivant. Le suivant, c'est L'accident de piano de Quentin Dupieux. Pour être honnête, je crois que j'ai vu genre 2 films de Quentin Dupieux, donc lui et Yannick. Moi, j'ai trop aimé Yannick. C'est pas très long, j'ai beaucoup ri, j'ai été hyper touchée par le perso, donc j'étais en mode ok, j'ai kiffé Yannick. J'avais vu le deuxième acte et j'étais un peu en mode ok, whatever. Et du coup, là, L'accident de piano, j'étais en mode ok, c'est un peu le 3e pour voir où je me situe par rapport à Quentin Dupieux. Bah c'était nul en fait L'accident de piano. Ça c'est un peu un des problèmes des films français, c'est qu'on comprend pas quand ils parlent les acteurs. Je sais pas si c'est que c'est mal mixé ou juste que je sais pas, mais vu qu'il y a pas les sous-titres en fait, je comprends pas. Et là d'autant plus Adèle Exarchopoulos, elle avait des bagues, du coup on en comprenait encore moins quelque chose à ce qu'elle disait. Donc ça me saoulait parce qu'il y avait juste des moments où moi je comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites. Mettez-moi des sous-titres. Puis c'était long. Enfin le film dure vraiment 1h30 donc c'est pas un film long à la base, mais c'était hyper lent. Surtout la scène d'interview avec la journaliste.
Je pense que c'est fait pour que nous aussi on ressente à quel point c'est long et chiant et laborieux pour Magali. Mais sauf que du coup, tu mets ton public juste dans un état de ça m'énerve le fait que ça s'arrête au plus vite. Et du coup, c'est pas un bon truc pour le public, je dirais. Ensuite, finalement, le seul moment où c'était intéressant, c'est spoiler alert à la fin quand elle tue tout le monde. Enfin, quelque chose se passe dans ce putain de film. Donc, j'ai pas grand chose de plus à dire à part que j'ai été hyper déçue et que je pense, du coup, ne pas être une grande fan de Quentin Dupieux. J'avais bien aimé Yannick, ça, je suis franchement pas convaincue. J'ai mis 1,5 sur 5 parce que inutile à mon sens. Le film d'après, c'est un film qu'on m'a quand même recommandé. C'est Cyril qui me l'avait recommandé en mode mais si Lison tu devrais regarder, moi je l'adore, blablabla. Du coup j'ai regardé. C'est K-pop Demon Hunters et je me suis régalée. Parce que c'est des animations, parce que c'est le monde de la K-pop que j'ai quand même connu pendant 5 ans à peu près. Et du coup, évidemment, c'est plein de références que tu reconnais et c'est un univers particulier quand même. C'est hyper pétillant et en même temps, c'est un peu fake parfois, mais t'es en mode wouh, il y a des couleurs partout et ça danse et ça bouge et ça chante et c'est trop marrant. En plus, c'est une comédie musicale le film, donc c'est trop génial en gros. Le fait que ça se passe aussi dans un univers de la K-pop, c'est marrant, ça donne un côté peut-être plus humain aux idoles, mais en même temps c'est pas du tout réaliste parce que comment ça les idoles elles peuvent manger et elles ont du temps libre. Je crois pas, non, c'est juste pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, donc ça j'étais en mode ça se voit que c'est sugar coated pour que ça aille aux enfants. Bon, je vais direct à la fin, mais c'est hyper pas réaliste que il suffit de l'âme d'un seul démon à la fin pour qu'elle puisse tuer le grand méchant. Genre c'était hyper facile comment elles ont gagné le méchant à la fin, on va pas se mentir, j'y croyais pas une seconde, mais enfin bref, c'est pas grave. Il y a quand même un message de il faut s'aimer comme on est dans le film, parce que ça aussi c'est un truc qui fait assez pour les enfants. C'est vraiment il faut s'aimer comme on est, même nos mauvais côtés, nanana, et du coup c'est tout ça le chemin qu'elle a Rumi. La pauvre, on lui a dit de cacher son côté démon toute sa vie, du coup finalement ça ressort encore plus fort des années après. Donc c'est bien qu'il y ait tout ce cheminement là, et qu'au final à la fin son côté démon c'est ça aussi qui l'aide à s'en sortir et tout. On parle de ce problème là qu'elle a, mais on parle pas du tout du fait que ça ne la dérange absolument pas qu'elle tue les siens, genre parce qu'elle est moitié démon, donc elle est les humains sont les siens mais les démons aussi sont les siens. Ça la dérange absolument pas de tuer une partie d'elle quand il faut tuer tous les méchants, parce que on dit que si elle tue le grand méchant Yuma, je crois qu'il s'appelle le grand méchant, et ben tous les démons ne peuvent pas être sur Terre, mais elle est démon aussi à moitié, donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut plus être sur Terre non plus, est-ce que ça veut dire que son côté démon est éteint, est-ce qu'elle perd de la puissance du coup, est-ce que, enfin ça je comprends pas trop, tu vois, c'est pas hyper logique. Et surtout elle a commencé à avoir ce cheminement de pensée de tous les démons ne sont pas mauvais, parce que quand elle parle avec Jinu, et ben effectivement elle dit non mais t'es pas si mauvais que ça, blablabla. Donc elle a commencé à réfléchir à ça, mais ça la dérange pas pour autant de tuer tous les démons, alors que peut-être il y en a qui sont pas si mauvais. Ça a pas été poussé à fond, donc j'étais un peu restée sur ma fin dessus en mode bah vous aurez pu essayer de trouver un truc en mode juste tuer le grand méchant, mais pas les démons qui ont peut-être eux aussi rien demandé et qui sont juste sous le joug de Yuma. La relation Rumi et Jinu, personne n'y croit les frères. Genre vous vous êtes rencontrés il y a 1 mois et on est censé croire que vous êtes amoureux, les âmes sœurs de je sais pas quoi. Donc effectivement je trouve ça sympa qu'ils résonnent l'un en l'autre. En mode on est un peu pareil, moi je suis un peu démon et moi je peux te comprendre parce que moi je suis un démon et du coup vas-y explique-toi avec moi, nanana. Ça je peux comprendre et tout, mais la chanson quand ils chantent ensemble en mode tu es la seule personne qui peut me comprendre, pitié genre. Ça aussi c'est le côté très enfantin du film de juste love to love, tout va bien, on est des âmes sœurs alors qu'on s'est rencontrés hier soir. Sinon pour parler des musiques, parce que c'est quand même une comédie musicale, je déteste la musique soda pop là, la musique des Saja Boys. Pourquoi vous me foutez ça dans les oreilles, c'est nul. J'ai pas trop compris la hype autour de celle-là, mais bon c'est pas grave. Heureusement qu'à la fin ils font Your Idol je crois, et qu'elle est bien plus fun. Et sinon ma chanson préférée des Huntrix, c'était That's What It Sounds Like. C'est une belle scène à la fin, c'est juste avant le grand combat final. Ça résonne avec tout ce qu'elles ont dit avant les filles, où elles arrivent pas à se mettre d'accord sur une chanson parce que finalement même les démons ils arrivent à les briser entre elles et tout. Et du coup quand elles font The Song We Couldn't Write, That's What It Sounds Like, j'étais en mode oh my god, parce que vous galériez à écrire votre chanson tout à l'heure et là ça marche, c'est beau et oh my god. Donc c'est ma préférée je pense. J'aime bien le type d'animation que c'est, où c'est pas une animation hyper réaliste, genre c'est beaucoup de 3D évidemment, mais c'est pas hyper réaliste. Enfin ça a un style particulier comme animation. Oui, j'ai trop aimé le chat et l'oiseau de Jinu là. Ils étaient super mimi tous les deux et ils amenaient vraiment un truc, je sais pas, genre j'ai trop aimé le chat et l'oiseau. On dirait une fable de La Fontaine. K-pop Demon Hunters, j'ai mis 3 étoiles et demie. Ensuite, j'ai enfin vu Chien de la Casse, parce que je l'avais pas vu quand c'était sorti, donc il y a 2 ans je crois, et que ça avait fait tout un truc avec Raphaël Quenard, c'est sa révélation, acteur de l'année, c'est avec ça qu'il a eu le César je crois.
Donc Slay est super, donc j'ai voulu le regarder et je l'ai regardé. En fait c'est vraiment typiquement ce genre de film où il ne se passe rien et il faut s'y attendre à ce qu'il ne se passe rien. Il faut pas être là en mode oh my god c'est hyper boring. Parce que soit il se passe des petits trucs mais c'est hyper lent. Donc j'ai beaucoup aimé moi le fait que ça résonne avec toutes les personnes qui ont vécu dans des petits villages où il se passe pas grand chose. En mode juste tu sors avec tes potes, tu te retrouves au parc et vous parlez quoi. Mais ça fait partie de l'enfance dans les petits villages. Moi j'aime bien. Je suis attachée à aucun des personnages, à part le chien peut-être. Il y a aucun des personnages où je me dis purée, il est super, je suis à fond derrière lui, my guy. Seconde 1, quand j'ai vu le chien, je savais la fin. C'est bon, c'est sûr, ce chien-là, il survit pas. Je savais pas comment, mais... Donc ça, j'étais évidemment très déçue parce que j'adore les chiens. J'adore les animaux. Malabar, la chanson La Baba la Malabar, c'est hilarant, ok ? C'est la meilleure chanson jamais écrite, je pense. Top 1, donnez-lui un Grammy, hilarant. La vérité, j'ai pas grand chose à dire sur Chien de la Casse parce que c'est typiquement le genre de film où j'étais en mode j'ai à la fois bien aimé et en même temps j'ai pas trouvé ça incroyable. J'ai mis 3 étoiles. Parce que voilà, c'est ça. Oui, c'est sympa, ok. J'ai pas passé un mauvais moment, c'était pas le film de l'année. Ensuite, oh my god, alors ça j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Je me prends pour qui ? C'est 28 ans plus tard. Parce que du coup, la dernière fois, j'avais vu que les 28 premières minutes. Et du coup, là, j'ai vu tout le film. Le fait d'avoir vu les 28 premières minutes il y a un mois, je me suis un peu fait chier les 28 premières minutes devant le film. Mais du coup, en contre-coup de ça, tout le reste du film, j'étais en mode « Oh my god !» Il y a que des surprises. D'avoir revu 28 jours plus tard, je me suis dit ouais c'est un petit peu violent mais ça va. 28 semaines plus tard, il me semblait pas que c'était très violent, c'était plus sur le nombre dans un endroit petit, genre resserré dans la ville. Là, dans 28 ans plus tard, le côté le plus effrayant c'est l'évolution du virus et comment en 30 ans il a pu s'adapter à différentes choses, le virus, au point de faire différents types d'infectés. En fait, la vérité vraie, c'est qu'il y a presque plus rien à voir entre 28 jours et 28 ans. Parce que c'est pas du tout la même façon de se battre contre les zombies, pas du tout les mêmes personnages, pas du tout la même façon de voir le virus et tout ce que ça entraîne. C'est très différent. J'avais très peur du coup que 28 ans soit juste une version blockbuster à fond de 28 jours. Et dans un sens, oui, mais beaucoup moins que ce dont j'avais eu peur. Parce que du coup, j'avais parlé des gros mouvements de caméra qui étaient différents et tout. Il y a des mouvements hyper novateurs, notamment du coup leur propre bullet time avec le rig plein d'iPhone. En gros, t'es d'un côté, la flèche, ça stoppe, tu tournes un peu, la flèche finit de transpercer la tête de l'autre côté, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant. De l'autre côté, tu as des caméras embarquées qui veulent faire et qui rendent hyper cheap. Il y a un moment donné où il y a Aaron Taylor Johnson qui court comme ça. Il y a un plan de sa tête, on voit qu'il court, mais en fait, on dirait juste qu'il s'est pris en selfie avec son iPhone comme ça, et que c'est cet iPhone-là qui le filme, et du coup, ça rend hyper cheap. T'es en mode, on dirait juste que c'est un mec qui s'est pris en selfie, on dirait pas que c'est un film qui passe au cinéma, qui a coûté je sais pas combien de budget. Et pareil, à un autre moment, c'est à la toute fin, il y a un plan de la caméra dans le panier qui regarde vers Spike. Ça fait hyper cheap, parce que la caméra, elle est juste balancée et posée dans un panier, quoi. Donc ça aussi, ça rend un peu cheap, donc... Ils ont voulu tenter de nouvelles choses et pour ça je les applaudis, mais il y a des trucs qui fonctionnent de type le bullet time et des trucs qui fonctionnent pas du tout de type les caméras embarquées en mode selfie. Je trouve qu'on garde quand même la patte de Alex Garland, donc le scénariste, et Danny Boyle, le réal, parce qu'il a voulu quand même garder cette truc de critique de la société, tout ça, et je pense que c'est ça qu'il a voulu faire en mettant toutes ces images d'archives au début et au milieu du film. Il veut juste dire que l'histoire se répète et qu'avant on aiguisait nos arcs et nos flèches pour se battre contre des troupes qui arrivent, et ben maintenant il faut encore ça. Dans 28 ans plus tard, ils aiguisent leurs arcs et leurs flèches, ils apprennent ça à des gamins de 15 ans, à comment tuer des gens avec leurs arcs et leurs flèches, parce qu'ils sont en guerre avec ces zombies-là. Il veut dire que même si l'humanité vient à sa fin à cause d'un putain de virus, ben en fait on n'arrivera quand même pas à se défaire de cette chose viscérale qui fait l'humain, de vouloir faire la guerre. Et c'est toujours ce truc de on se bat les uns contre les autres, même si c'est que des zombies, ben on se continuera à se battre des uns comme des autres, parce que finalement les infectés ils ont pas beaucoup de différence avec les humains, comme dit le personnage de Ralph Fiennes, docteur je sais pas quoi. Et en plus on juge ce qu'on ne comprend pas toujours, exactement comme le perso d'Aaron Taylor Johnson il fait avec le docteur en mode non mais il est trop bizarre, il est complètement frappé, alors que le mec est juste plein de nostalgie et il s'ancre à ce qu'il peut pour essayer de retrouver du contact humain. Donc malheureusement c'est qu'avec des morts, mais c'est juste un pauvre mec qui a personne quoi, donc voilà, bref. Spoiler alert. Tout le truc sur la mort de la mère, c'est du coup ça rouvre le débat un peu sur est-ce que on peut laisser le choix aux gens de mourir s'ils ont une maladie incurable et tout, et donc ça c'est un truc qu'il y a beaucoup en France. Je sais pas trop comment est le débat là-dessus en Angleterre ou quoi. Ça, c'est cool que la meuf puisse décider de crever, même si la scène est horrible. Le déchirement avec son fils quoi, c'était ça qui était horrible, bref. Hyper marrant, le mec
de Young Royals qui est là, Edwin je sais pas quoi. Je m'attendais tellement pas à le voir et quand je l'ai vu j'étais juste en mode mais qu'est-ce que tu branles là mon gars, genre c'est dingue. Je m'attendais pas à le voir dans ce contexte là et il était très marrant. Bon j'étais persuadée qu'il allait crever, hein. Je l'ai vu, j'étais en mode c'est sûr il meurt. D'ailleurs oh my god, l'alpha qui arrache la tête des animaux puis des humains avec la colonne vertébrale accrochée, c'est horrible, c'est-à-dire que ça me faisait du mal dans le cou. Je le conseille à personne, ça a l'air d'être horrible, plus le bruit et tout, oh là là, c'était absolument horrible, donc ça a bien joué. Le dernier truc sur le bébé, j'avais pas compris au départ, parce que je pensais que c'était une meuf zombie, qui était déjà zombie, qui était tombée enceinte par un autre zombie, et du coup j'étais en mode, oh my god, c'est terrifiant. Ça veut dire que le virus a tellement évolué que les zombies ont compris qu'ils pouvaient se reproduire entre eux et donc ça prouve que le virus ne pourra jamais s'éteindre en fait. Et en fait j'avais juste pas compris. Bah elle était enceinte et elle s'est fait mordre pendant qu'elle était enceinte mais du coup le bébé était déjà là quoi. Je suis juste débile. Et ensuite la scène de l'accouchement, j'étais un peu en mode ok la team parce que on parle d'une dame zombie. Genre, elle est infectée. Les zombies, c'est des détraquer sa mère. Et comment ça, il y a Jodie qui arrive et qui lui donne les mains et le zombie prend les mains pour l'aider à accoucher. Elle bouffe des humains pour son petit déjeuner et là juste elle va lui attraper les mains parce qu'elle est en galère. J'y crois pas une seconde. Et ensuite qu'elle laisse Jodie, donc une humaine, toucher son bébé, je suis juste en mode mais ça n'a aucun sens. Sachant qu'en plus le virus des zombies à la base c'est quand même un virus de la rage qu'on a récupéré des singes et donc les animaux ils laissent personne toucher leur bébé et surtout pas des humains. Donc là comment ça un zombie il laisse un humain toucher son bébé? Enfin bref j'y crois pas une seconde. J'ai appris qu'ils allaient faire un 2 et un 3 à 28 ans plus tard, donc en fait ils veulent juste relancer la machine pour faire une série de films sur 28 ans. J'ai un peu peur que du coup les 2 et 3 soient moins bien, parce que lui je trouvais ça sympa, mais j'ai peur qu'au bout d'un moment faut lâcher l'affaire quoi, faut lâcher l'affaire. Overall, je trouvais que 28 ans plus tard c'était très sympa, mais que c'était moins impactant parce que c'est beaucoup plus éloigné de nous. Ça ressemble plus à notre civilisation à nous, alors que 28 jours plus tard, c'est littéralement dans une ville avec juste des pauvres mecs qui sortent là et qui peuvent rien trop faire. Alors que là, 28 ans plus tard, c'est hyper éloigné de nous, ça se passe, enfin, c'est limite au Moyen-Âge comment ils vivent, donc c'est beaucoup moins impactant. J'ai quand même mis 4 étoiles, ok, je pensais que j'avais mis 3,5, comme quoi. Je surnote plus, et après en réfléchissant, je baisse un peu, j'ai remarqué. Ensuite, j'ai enfin vu Superman. Alors déjà, il faut sachez que j'avais jamais vu de film Superman de toute ma vie. Je suis plus Marvel que DC Comics. Je me suis régalée encore une fois. Moi après j'aime bien les films de super-héros, c'est aussi je suis pas un public compliqué là-dessus, faut pas me convaincre, faut pas venir me cueillir. Donc moi le premier truc qui m'a le plus dérangé dans Superman, mais bon c'est peut-être juste moi qui suis complètement débilos, c'est j'ai pas compris pourquoi Lex le chauve. J'ai pas compris pourquoi il détestait Superman et pourquoi il voulait le tuer. D'où vient cette haine envers Superman? Qu'est-ce qu'il t'a fait genre? Ça j'ai pas compris. Aussi, moi je trouvais que c'était intéressant ce Superman-là parce qu'avec ce Superman-là, on revient à un type de super-héros que Marvel a voulu nous éloigner depuis quelques années. Genre là, on est vraiment dans Superman, col en culotte, cape, logo en gros, pouvoir magique, chien magique avec une cape aussi. Parce que depuis quelques temps, Marvel ils mettaient plus les costumes originaux des comics sur les super-héros. Ils enlevaient un peu tout ce qui était un peu trop quirky, tout ce qui aurait pu déranger le public d'aujourd'hui, en fait, Marvel a décidé de l'enlever. Alors que ici, Superman le embrace. Dans ce film-là, James Gunn décide vraiment de revenir aux sources des super-héros et c'est pas grave si ça plaît pas à tout le monde, c'est comme ça. Mais le pire, c'est que ça pourrait être hyper ringard. Et bah là, le fait est que c'est pas ringard. James Gunn le fait fonctionner. Et du coup, c'est intéressant, comme c'est vrai que quand tu vois Superman à la base avec sa culotte au-dessus de ton pantalon, tu te dis un peu, bah le mec est hyper gênant. Pas une seconde dans le film, je me suis dit putain, le mec est trop gênant. Bien joué de sa part, pas mal. C'est un film de super-héros, donc il y a beaucoup d'effets spéciaux. Mais j'étais hyper impressionnée du fait que le chien est tout en effets spéciaux. Krypto n'existe pas, il n'y a pas de chien. Moi, à la base, j'aime pas les personnages qui sont juste là en mode non, mais je suis juste bon et je fais les choses parce que c'est la bonne chose à faire, il faut faire ça comme ça, je suis quelqu'un de purement gentil et de purement pur et ta race en fait. C'est pas intéressant les personnages comme ça. Moi c'est typiquement les types de personnages qui m'énervent, qui sont juste des bons protagonistes purement bons. Ça m'énerve parce que comment ça t'as pas de conflit intérieur? C'est Superman qui a inventé ce type de personnage là, c'est littéralement le blueprint de ça. Ces personnages là ont été inventés autour de son image à lui. À la base moi j'étais partie en mode c'est sûr le personnage de Superman il va me saouler. Et en fait non. J'étais hyper étonnée, mais le Superman il était fun, il était gentil, il était marrant, il était droit dans ses bottes, mais il avait quand même ce petit conflit de moi je pensais être là pour sauver les humains et en fait mes parents voulaient juste que je les domine quoi. Donc en fait j'ai trouvé que Superman était quand même très cool. Contre toute attente, j'ai apprécié Superman.
Ensuite, oui, il y a quand même tout un plot où c'est quand même juste le conflit israélo-palestinien, quoi. Enfin, c'est pas les mêmes noms de pays, mais quand tu regardes, c'est un pays beaucoup plus riche, qui a beaucoup plus de moyens et qui est historiquement rallié aux États-Unis, contre un plus petit pays pauvre qui a pas de moyens pour se défendre et qui se fait juste envahir et ils peuvent rien y faire, genre. C'est criant de réalisme. On dirait qu'il s'est inspiré de quelque chose, c'est dingue. Surtout la scène des enfants qui lèvent le drapeau du Superman, là, c'est hyper triste, profondément, ça m'a grave brisé, genre, parce que dans la vraie vie, c'est des vrais gamins qui sont dans cet état-là, et ils peuvent même pas compter sur un Superman potentiel pour venir les sauver, parce qu'il y a pas de Superman dans notre monde, et que même les gens qui pourraient changer les choses décident de pas le faire. C'était horrible, c'était hyper déprimant premier degré, et donc je trouve ça bien qu'un film avec une palette d'audience aussi large montre ce problème-là. Ça met vraiment le grand public face à la réalité des choses qui se passent en ce moment même. Donc overall, Superman, je me suis régalée. Après, c'est un film de super-héros, hein. Faut sauver la planète Terre et tutti quanti. Superman, j'ai mis 3 étoiles et demie. Ensuite, on reste dans les films de super-héros. Je suis allée voir Les 4 Fantastiques. J'étais très hype pour Les 4 Fantastiques parce que moi, j'aime beaucoup Marvel. J'avais jamais vu de film 4 Fantastiques. Et surtout, c'est un casting 5 étoiles qu'ils nous ont offert là. Je veux dire, tous les acteurs, on les connaissait et tous les acteurs, on les aimait. Enfin, perso, je les aime bien. Je suis arrivée comme ça, les mains dans les poches. Racontez-moi l'histoire des 4 Fantastiques, je ne connais pas. Et en fait, je pense que j'avais un peu oublié ce que ça faisait de découvrir en un film des héros et un groupe que tu connais pas. Moi, j'avais l'habitude des Avengers, je les connaissais par cœur, les persos, je sais pourquoi ils faisaient les choses, je sais ce qu'ils avaient déterminé à faire ça, je sais comment ils en étaient arrivés là, leur trauma, je connaissais leurs relations entre eux, enfin, je connaissais tout par cœur. Du coup, là, le fait d'arriver avec des persos que je connaissais pas du tout, j'étais hyper déstabilisée au départ. Et je pense que du coup, le fait d'avoir pris des acteurs déjà connus du grand public, ça permet de s'attacher plus vite aux persos. Du coup, assez vite, je suis en mode, ah mais si, mais c'est machin, je l'aime bien. Alors que je le connais pas le perso, mais comme c'est la tête de Pedro Pascal, forcément je l'aime bien, tu vois ce que je veux dire. Après l'histoire, je l'ai pas trouvé révolutionnaire quoi. C'est New York qui se fait détruire encore une fois, c'est vraiment pauvre New York. Je sais pas ce que New York a, mais tout le monde a toujours envie de la détruire, enfin bref. En fait, je trouve que ça se voit dans ce film que c'est un film pour introduire les 4 Fantastiques, pour pouvoir ensuite utiliser les 4 Fantastiques dans le MCU et du coup dans Avengers Doomsday, comme ça a été annoncé qu'ils allaient être. Du coup, ça fait un film très initiatique et ils sont là pour nous présenter ce qu'ils savent faire, leur bébé. Parce que le bébé a... Spoiler, mais dans la scène post-générique, on voit bien que le bébé va être un personnage central de Avengers Doomsday. Du coup, que c'était un film initiatique, je trouvais que ça manquait un peu de profondeur parfois et j'étais pas très accrochée avec toute leur histoire. Notamment, la vérité, donner le bébé. C'est une vie contre 8 milliards, vous avez fait une promesse à tout le monde que vous alliez les sauver et tout, donnez le bébé. Peut-être que je suis une grosse connasse, en plus ils ont réussi à faire autrement, donc bravo à eux. Mais en plus, imagine genre, ça aurait été une super origin story et on aurait vu leur origin story de ils sont détruits par ce qu'ils ont fait. Choisir la planète Terre qu'ils ont littéralement promis de sauver et c'est leur boulot, c'est littéralement les protecteurs de la planète Terre, choisir entre eux et leur bébé qu'ils ont attendu 2 ans pour avoir, qu'ils galèrent à avoir et c'est littéralement leur enfant, genre ça aurait été hyper intéressant de voir à quel point ça peut les détruire pour ensuite voir ce qu'ils peuvent en faire après, se battre contre ça. J'aurais bien aimé voir cette origin story là, mais en même temps sinon il n'y aurait pas eu de film tout court. Donc je comprends qu'ils le font pas. Ensuite, oui, la surfeuse d'argent, bah, ça je savais qu'il y avait déjà eu un film avec un surfeur d'argent, donc I guess ils l'ont ramené, c'est super. La boucle est bouclée, elle a trahi sa planète, elle se sacrifie à la fin, c'est super, ils aiment bien faire ça. En fait, c'était tout déjà tout vu, on connaît, enfin c'est un film, il y en a eu 45 000 comme ça, tu vois, donc c'est pas hyper impressionnant. Par contre, ok, c'était hilarant parce que les 4 Fantastiques, c'est juste les indestructibles. On a celle qui est invisible et qui peut contrôler les objets à distance. On a le gros qui est hyper puissant, qui a une force surhumaine. On a le perso qui a les membres extensibles. On a celui qui va super vite. Et on a le bébé qui a plein de pouvoirs et on n'imagine même pas à quel point il est puissant. Et surtout, au début des 4 Fantastiques, il y a tout un truc avec l'homme taupe. Il a littéralement le même engin que dans Les Indestructibles, à la fin du 1. Il y a littéralement un homme taupe qui sort de terre avec une machine. Enfin, c'est le même truc. Juste venez, on mate Les Indestructibles, en fait. Ce sera pareil. Enfin, c'était trop marrant. Le dernier truc sur lequel je vais parler des 4 Fantastiques, c'est les personnages. J'ai beaucoup aimé la relation Johnny et Ben. Je trouve que ça se voit qu'ils sont vraiment copains. Et ensuite, évidemment, on voit beaucoup la relation Sue et Reed parce que ils sont amoureux et ils ont un bébé ensemble. Et c'est un peu la clé de ce film, ce bébé. Donc on les voit beaucoup tous les deux. Sauf que du coup, moi j'aurais bien aimé qu'on voit plus des autres duos. Par exemple, Ben et Reed, ils sont censés être meilleurs copains. Montrez-moi leur amitié. Et surtout, Sue et Johnny sont censés être frères et sœurs. Spoiler alert. Et le bouc, quand sa sœur elle meurt presque, il pleure même pas, genre. Enfin, il pleure à peine.
Donc en fait j'étais un peu triste parce que c'était plus 2 duos que 6 duos entre eux. Ça manquait de connexion entre certains persos. Alors que pour le coup je trouve que un des meilleurs points positifs des films Marvel avec plein de super-héros, c'est les interactions entre les personnages. Par exemple Thunderbolts que j'ai vu il y a 2 mois, ma partie préférée du film c'était juste quand les héros ils interagissaient entre eux parce que juste c'est trop marrant de voir comment ils vivent les uns avec les autres et comment ils évoluent les uns autour des autres. Et finalement c'est ça le mieux. Et donc là effectivement je trouve que c'est ce qui a été à la fois c'est ça qui était sympa mais en même temps je trouve que ça manquait un peu. Un dernier truc que j'ai trop aimé c'était les décors années 60 stylisés. Du coup c'était à la fois vintage mais design et en même temps comment ils approchent la technologie. À la fois ça fait hyper vieux et en même temps ça se voit que c'est à la pointe de la technologie. Donc ça c'est vraiment le gros bon point positif du film, c'est toute cette DA là elle était hyper bien faite et construite de bout en bout pour le coup. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc en gros ça se voit que c'est un film pour préparer Doomsday et la suite de la franchise des 4 Fantastiques plus que juste un film des 4 Fantastiques. Et c'était un film très facile et tout donc je me suis bien amusée, j'ai pas passé un mauvais moment. Les 4 Fantastiques j'ai mis 3 étoiles il me semble. Oui. Le dernier film que j'ai vu c'est Eddington, je l'ai vu hier soir. Je sais plus trop pourquoi je voulais le voir, hormis que c'était Ari Aster, Joaquin Phoenix et Pedro Pascal. Moi j'avais vu que Hérédité de Ari Aster et comment dire que la scène de la voiture m'avait un peu traumatisée. Donc j'étais un peu en mode bon peut-être que ce sera un film d'horreur. Et en même temps le résumé sur internet disait que c'était la rivalité entre un shérif et un maire dans une ville aux États-Unis en 2020. Ça sonne pas comme un film d'horreur. Puis en fait je me suis rappelé qu'on vivait dans un film d'horreur et que du coup quand ils nous racontaient les États-Unis en 2020 bah c'était la vraie vie. Donc effectivement c'était un peu un cauchemar en fait. Le personnage principal c'est vraiment un génie du mal, c'est-à-dire que je déteste les persos comme ça, parce qu'ils sont juste des gros hypocrites en mode mais non mais je comprends pas comment t'as pu faire ça alors que c'est eux qui ont fait le gros truc. Ça me fait péter un câble. Et en même temps le book est trop fort parce qu'il a réussi à tout réfléchir pour qu'on croit pas que c'est lui, donc bien joué. Le film dure 2h30, c'est bon ? 2h30. Au début quand j'ai vu 2h30 j'ai dit j'ai pas envie de le voir. C'est beaucoup trop long, c'est sûr, je vais m'ennuyer. Ça a pas loupé, je me suis ennuyée. Il y avait des gens dans la salle avec moi, ils étaient sur leur téléphone. Au début, ils étaient en train de parler en mode est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on regarde jusqu'au bout ? Ils se faisaient trop chier et je les comprends, il se passait rien pendant 1h30. Donc c'était 1h30 nécessaire pour poser les bases du film, du personnage principal, les galères qu'il a avec sa femme, avec les natifs américains, avec le maire, avec le masque, avec le Covid-19. C'était hyper bien situé, pour le coup, on comprenait tout. Mais c'était long quoi, frère, 1h30 pour ça. Et à partir du moment où il y a Katy Perry qui débarque, parce qu'il y a Fireworks de Katy Perry à un moment donné, à partir de cette scène-là, tout s'accélère et ça devient enfin intéressant. Il se passe enfin des choses dans ce putain de film. C'est devenu très violent. Et donc c'est là que, en fait, j'avais l'impression de voir un film de Tarantino. Le seul film de Tarantino que j'ai vu au cinéma, c'était Once Upon a Time in Hollywood. Et je me rappelle que j'étais juste en mode, bah j'ai pas compris parce que le film était super long et il se passait rien pendant 2 heures. Et la dernière demi-heure, c'était une tuerie hyper violente. Ma mère m'a dit, mais c'est ça Tarantino ? Et du coup j'ai l'impression d'avoir vu un film de Tarantino parce que pendant 1h30 il ne se passe absolument rien et ensuite la dernière heure c'est hyper violent, il y a de la tuerie de partout, il y a du sang de partout. Je suis pas une grande fan de Tarantino moi, call me a fake cinéphile si vous voulez, mais c'est pas trop mon truc. Lui si vous kiffez Tarantino allez-y, peut-être que ça vous plaira. Après ça parle quand même de 2020, c'était assez marrant parce que c'est une période que moi j'ai pu vivre en étant assez aware pour savoir ce qui s'y passait. Du coup c'était marrant de voir un film qui décrivait cette période là. Après du coup c'est clairement une critique des anti-vax, des anti-masques, des white suprémacistes et tout, ça se voit. Et en même temps, il y a des fois où je trouvais ça un peu maladroit. Par exemple, je trouve qu'il se moque quand même, il tourne un peu en ridicule les jeunes qui essayent de se mobiliser pour Black Lives Matter, genre Sarah, Brian, Eric et tout. Je pense que je l'ai pris plus personnellement parce que c'est plus proche de ma tranche d'âge et de ce que moi j'essayais de faire en 2020, c'est-à-dire le maximum de ce que je pouvais faire en étant confinée et en ayant 18 ans quoi. Donc j'étais un peu en mode c'est juste des gosses qui essayent, donc en vrai on peut pas leur en vouloir, tu vois. Ensuite oui, on va juste parler de Brian 5 secondes. Il avait beaucoup de choix à faire, il a fait que les pires choix possibles. Et somehow, ça a quand même marché pour lui. Il a quand même survécu à tout. Il a fini député politique l'année d'après ou je sais pas quoi. Mais d'ailleurs, ça, j'ai pas compris non plus. Donc dites-moi si c'est moi qui suis complètement débile ou si j'ai encore raté un truc. Mais j'ai pas compris si il devenait député par rapport à tout ce qu'il avait commencé à apprendre sur le suprémacisme blanc, Black Lives Matter, la société blanche et capitaliste dans laquelle on vit. Est-ce qu'il a continué dans cette branche-là en mode... Wouh, la gauche? Ou est-ce qu'il a totalement dérivé et du coup il est devenu de droite parce que c'était des terroristes antifa de gauche du coup qui ont tué tout le monde dans sa ville et du coup il est devenu de droite? Ça j'ai pas compris à la fin. Je pense qu'il est devenu de droite mais j'ai pas tout compris, donc dites-moi si vous avez compris. En tout, le film, j'ai mis 2,5 je crois. Peut-être même que je descendrai mon 2 étoiles et demie à 2 étoiles parce que j'ai trouvé ça quand même long. Parce que 2h30 c'est pas rien. Mais j'avais plus l'impression de voir un autre Tarantino que de voir un Ari Aster. Je sais pas, j'étais pas hyper convaincue. En gros, voilà, c'est tous les films que j'ai vus au mois de juillet.
Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres avis ou si vous avez d'autres films à me recommander pour août. Merci de m'avoir écouté papoter. J'espère qu'on se revoit vite et gros bisous à vous. Bisous!